Hello, Hello. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Adèle. Donc je suis trop contente de faire cette vidéo avec toi Adèle. Donc moi je trouve qu'elle a un parcours qui est super intéressant et je voulais le partager avec vous aujourd'hui sur cette chaîne. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Ouais. Donc bonjour à toutes et tous, donc, je m'appelle Adèle, voilà, je viens du nord de la France et j'ai étudié pendant 5 ans à Paris, à la Sorbonne. J'ai fait une double licence d'études franco-allemandes et de relations internationales et après j'ai fait un master en études européennes et puis suite à ça j'ai fait un stage au Parlement européen. Et ensuite, j'ai eu différentes expériences avec des députés. J'ai été collaboratrice parlementaire. J'ai fait un volontariat service civique comme Coro à Berlin, à la Humboldt-Universität zu Berlin. Voilà, et là, prochainement, je vais travailler au CNRS, à la délégation régionale du CNRS. Waouh, beaucoup d'informations, mais il y a un élément en particulier sur lequel on va beaucoup revenir, ce sera notamment ton expérience sur, au Parlement européen. Est-ce que tu penses que les études que tu as faites t'ont destiné à avoir ce type d'expérience professionnelle? Est-ce que c'était ce que tu envisageais quand tu as commencé à faire ces études-là? Pas du tout. Ok. Pas du tout. En fait, je suis partie en licence d'études franco-allemandes et je pensais vraiment être prof d'allemand. À la base, je voulais vraiment être prof d'allemand. Et finalement, il s'est avéré que j'ai fait une mineure de relations internationales. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de m'intéresser au monde, à la politique, à l'économie, etc. Ça m'a ouvert davantage sur le monde et la société. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une double licence? Parce que du coup, j'ai pu passer ma mineure en majeure et donc faire 2 licences. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et par la suite, lors du choix du master, je me suis demandé, est-ce que je continue toujours dans l'allemand pour être prof ou bien est-ce que je pars plutôt en études européennes? Et j'aimais tellement cette ouverture, apprendre tellement plein de choses sur le monde, sur les autres pays, sachant que j'avais déjà une ouverture sur l'Allemagne et la langue allemande dans mon parcours, je me suis dit pourquoi pas partir en études européennes et je n'ai aucun regret. C'était extrêmement intéressant, j'ai appris tellement de choses. Donc je pensais jamais aller au Parlement européen par exemple. Voilà. Et justement, parlons du Parlement européen. Comment tu as fait pour trouver ce stage? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rêve d'intégrer une telle institution. Alors, je n'ai pas de tips particuliers. En fait, je me suis dit ok, autant aller au Parlement européen, autant tenter sa chance. Je me suis dit pourquoi pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé pour les partis qui m'intéressaient le plus. Et je me suis dit que comme je parle allemand, j'avais plus de chance aussi, non pas de postuler qu'avec des députés français, mais aussi avec des Allemands, des Autrichiens, et j'ai postulé avec des Belges. Et alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une candidature spontanée en fait, tout simplement. J'ai pas du tout fait les candidatures Schuman ni les Blue Book à la Commission européenne. Et je me suis dit ok, je tente ma chance. J'ai envoyé énormément de candidatures, ça c'est vrai. Combien à peu près? Une centaine, je dirais, une centaine, puisque franchement c'est spontané. Donc aussi j'ai essayé de m'adapter aux commissions par exemple des députés qu'il y avait en face. De personnaliser ta candidature. C'est ça. Et j'ai eu très peu de retours, dont un retour avec un député allemand, et j'étais extrêmement contente de pouvoir travailler avec un député allemand et non pas un français puisque ça allait m'apprendre davantage. Mais est-ce que justement il n'y a pas de problème du coup pour pouvoir travailler avec un autre député? Parce que spontanément, en tant que Français, on se dit ah peut-être que je vais candidater auprès d'un député français. Est-ce qu'il y a des barrières ou c'est totalement libre? Pour aller pour postuler avec un député étranger? Oui. Pas du tout. Pas du tout en fait, c'est même valorisé je dirais. Puisque particulièrement, dans mon cas, le député était allemand, il parlait français, il parlait italien, il parlait anglais, enfin plein de langues. Et on était une équipe vraiment transnationale, voilà, internationale. J'étais la française, il y avait une italienne, 2 allemandes. Et c'est toujours un plus aussi puisqu'on a des visions différentes selon dans les pays dans lesquels on vient. Et toujours des idées en plus à apporter. Le projet européen, c'est un projet qui se construit avec plein de pays différents et je trouve ça c'est encore plus riche en fait, même pour l'équipe parlementaire de travailler avec des stagiaires de l'Europe entière, même du monde entier aussi. Mais moi j'ai une question parce que tu as dit que tu as envoyé à peu près 100 candidatures. Comment on fait pour pas se décourager? Comment tu as fait pour trouver la force mentale déjà de te dire ok je ne passe pas par les voies classiques, ensuite de faire autant de candidatures sachant que tu les personnalisais toutes et que tu n'as
eu quasiment aucun retour. Comment on fait pour gérer tout ça, la pression, mentalement, comment t'as fait? C'est une question un peu difficile. C'est difficile de répondre puisque je dirais que de manière générale, je suis comme ça. Je suis très motivée à chaque fois. Quand j'ai une idée en tête, je veux toujours aller au bout. Donc c'est aussi peut-être dû à ma personnalité. Et pour autant, je me suis dit, j'y vais à fond, je postule et on verra bien. On verra bien. Et en fait, j'ai eu tellement de motivation. Au final, j'ai vu que ça allait payer. Et une fois qu'on essaye, une première fois en tout cas, à se dépasser et à se dire, ok, j'en suis capable, je peux y arriver, bah en fait, par la suite, tu continues à te dire que c'est possible. Et en fait, de plus en plus de portes s'ouvrent. De plus en plus de portes s'ouvrent. Moi, j'encourage tout le monde à le faire, sachant que très important à savoir, les députés européens prennent très souvent des stagiaires. C'est vraiment un roulement qui se fait. Ouais, mais en général, dans les institutions, que ce soit diplomatiques, les organisations internationales, etc., il y a énormément de stagiaires qui permettent à ces institutions de pouvoir vivre et de pouvoir fonctionner, en fait. Donc, il ne faut absolument pas hésiter à postuler. Mais est-ce que c'était un choix, du coup, de ne pas faire Schuman ou Blue Book? Oui, j'avais pas... Alors, premièrement, Blue Book, non, puisque je n'étais pas attirée par le travail de la Commission européenne. Je préférais vraiment le travail législatif. J'avais déjà eu des expériences avec des députés en fait en France, ma mère étant déjà assistante parlementaire, donc moi tout ce qui est exécutif ça m'intéressait beaucoup moins. Et pourquoi pas Schuman? J'avais pas forcément envie non plus, puisque Schuman c'est pas avec des députés. Schuman c'est par exemple dans des commissions, je sais pas où par exemple pour faire de la communication du Parlement européen, moi ça m'intéressait pas, ou en tout cas moins. Après voilà, c'est vrai que les stages Schuman sont bien payés. Et avec les députés, ça dépend. On n'est pas payé toutes et tous au même salaire. Ok. Enfin, rémunération, la même indemnité plutôt. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de tes missions justement au Parlement? Ouais. Alors, quand j'étais au Parlement européen, j'ai fait surtout beaucoup de recherches pour mes collègues qui écrivaient des articles de presse aussi, beaucoup d'articles de presse, et aussi par rapport aux nouvelles législations sur lesquelles ils étaient en train de travailler. Typiquement, le député avec qui j'étais, sur une législation extrêmement connue de toutes et tous aujourd'hui, c'est la législation sur les GAFAM, les TikTok, Instagram, voilà, toutes ces plateformes. Pour réguler le marché en fait de ces plateformes. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches sur ça, mais aussi j'ai répondu beaucoup à des questions de citoyens, de personnes de la circonscription, mais sur des questions vraiment diverses et variées. Et en fait, j'apprenais tous les jours. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré au Parlement européen. C'est qu'une fois, par exemple, j'ai traité de la question de la réintroduction des loups, les loups qui reviennent sur le territoire en Europe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait parce que les loups vont manger, je sais pas, les moutons dans la... Enfin, voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et à côté, en même temps, c'est aussi un danger, c'est une espèce protégée, voilà. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai beaucoup appris. Et après, j'ai beaucoup assisté aussi aux commissions. Voilà. Ok. Et est-ce que tu te sentais à la hauteur? Est-ce que tu n'as pas été impressionnée parce que on se dit waouh, au Parlement européen, c'est quand même une institution très importante et peut-être aussi intimidante. Ouais. Donc, est-ce que tu te sentais à la hauteur? Travailler avec un député, c'est aussi pas mal de responsabilités. Ouais. Et si on rate par exemple une mission, il peut y avoir des conséquences derrière. Donc, comment tu te sentais par rapport à tout ça? C'était extrêmement impressionnant. Extrêmement impressionnant. Le bâtiment. L'atmosphère, l'ambiance, les gens qui sont dans tous les sens, c'est un peu comme une fourmilière, c'est vraiment exactement. En mouvement permanent. Ouais, tout à fait, il y a du monde partout, tout le temps, c'est hyper grand, il y a énormément de bureaux, et vraiment c'est une fourmilière complètement, les gens c'est dans tous les sens tout le temps, il y a des commissions, les gens courent, parce qu'ils sont en retard, parce qu'il faut amener un papier, parce qu'il y a un changement de dernière minute, sur un amendement, je sais pas. Donc des gens qui travaillent en permanence, constamment. Ouais. Et il y a des horaires, il n'y a pas d'horaire. C'était quoi tes horaires, toi, par exemple? Moi, ça allait, je faisais 9h, 17h, je crois, je dirais. Mais sinon, mes collègues pouvaient rester jusqu'à 23h, parfois minuit, ça dépendait. Voilà. Mais sinon, après, c'est très flexible au niveau du rythme, puisque y a des semaines où les députés sont en circonscription. Il y a des semaines où les députés sont à Strasbourg, il y en a où ils sont à Bruxelles, ça dépend vraiment. Et parfois, les semaines étaient quand même plus cool que d'autres. Mais justement, pour revenir sur le fait que c'était très impressionnant, donc tu as dit, voilà, toi, tu es arrivé dans ce lieu très impressionnant, des gens qui courent dans tous les sens, etc. Oui. Donc, comment tu as fait pour pouvoir justement mettre ce côté de
waouh, je suis impressionnée par les lieux, et te dire ok, je vais pour travailler. Comment tu as géré les situations où tu étais en stress, et aussi comment tu te sentais de manière générale? C'est vrai que c'était pas facile, j'avais toujours la pression quand je rendais une tâche et je voyais que c'était pas forcément parfait, ce qui est normal puisqu'on est là pour apprendre, mais j'avais quand même la pression de me dire ok, mon niveau est quand même pas terrible, surtout que je sortais d'études, j'étais quand même assez jeune, c'est il y a 2 ans, j'avais 22 ans, donc voilà, j'avais pas non plus une expérience énorme derrière moi, même si j'avais déjà travaillé. Alors oui, effectivement, je pense que j'étais quand même assez stressée à chaque fois que je rendais une tâche ou que j'en faisais une, mais je me suis dit, je suis là aussi pour apprendre, et ils sont au courant en fait. Ils savent qu'on est là pour apprendre. Ils sont aussi habitués à avoir des stagiaires. Ils sont habitués à avoir des stagiaires, pour eux c'est normal, donc au final je pense qu'il faut oser, il faut pas avoir peur. On y va, et si on se rate c'est pas grave puisqu'on est là pour apprendre, et c'est comme ça qu'on avance. Et je dirais aussi que le plus dur, c'est peut-être finalement d'intégrer cette institution, mais que si ces personnes-là sont prêtes à vous faire confiance, ça veut déjà dire que vous avez un certain niveau et que vous avez des compétences et des qualités qui intéressent ces personnes-là. Donc c'est vrai que ça peut être très impressionnant d'intégrer ces milieux, mais je pense que si vous êtes pris, ça veut dire que vous avez légitimement votre place. Je suis d'accord, complètement. Et donc, tu as dit que tu avais travaillé avec un député donc, qui était allemand. Oui. Et que tu as fait une double licence franco-allemande. Oui. Comment tu as appris l'allemand? Est-ce que c'était au travers de tes études? Comment tu as fait? Parce que je suppose qu'il fallait avoir un excellent niveau. Alors, lorsque j'étais en CM2, mes parents m'ont dit écoute Adèle, ce serait bien que tu fasses allemand l'année prochaine, en classe bilingue en 6e au collège. Donc je me suis dit bon bah pourquoi pas, j'avais pas forcément de réticence. J'ai commencé l'allemand, j'ai beaucoup apprécié, certainement aussi avec mes profs qui étaient plutôt de bonnes personnes en tout cas, voilà, avec qui je m'entendais bien, etc. Et après j'ai fait 2 échanges, un en 4e, un en 3e, et donc je suis allée chez une correspondante que j'ai adorée, avec qui je me suis très bien entendue et que je côtoie toujours aujourd'hui, on est toujours copines. Et je pense que ça m'a vraiment motivée. Je me suis dit, ok, il y a des personnes vraiment cool là-bas. J'ai eu des trop bonnes relations. Et par la suite, j'ai passé l'allemand en première langue au bac. Et après, je me suis dit, ok, pourquoi pas faire de l'allemand par la suite, parce que j'adore cette langue. Et je trouve ça trop cool. Et c'est pas du tout une langue aussi dure qu'on le pense. Et c'est une langue superbe que je recommande d'apprendre vraiment. Mais à la sortie du bac, ton niveau d'allemand c'était quoi? Je pense qu'en général quand on finit le bac, notre niveau d'allemand c'est en général A2, B1. Oui. Et comment t'as fait après pour pouvoir progresser jusqu'à un C1? Parce que tu parles... J'ai oublié un détail. J'ai oublié un grand détail de mon parcours, c'est qu'en fait en seconde, je suis partie avec le programme Voltaire 6 mois en Allemagne. Voilà. C'est ça qui a fait que je me suis beaucoup améliorée. Donc oui, je pense qu'en terminale, j'avais un niveau B2 peut-être. B2, B1, B2, je dirais. Donc j'avais un très bon niveau. On perd effectivement au fil des années, mais ça revenait quand même très facilement aussi. J'écoutais beaucoup de musique en allemand, etc. Et après, pendant la licence, bon, j'ai continué à parler, mais c'est vrai que c'est un petit peu parti. Et en fait, après, je suis partie au Parlement européen sans vraiment, entre deux, avoir eu de cours intensifs ou quoi que ce soit. Enfin, mon niveau avait vraiment baissé. Mais en fait, je connaissais les bases, je savais parler allemand, voilà. Je ne parlais pas non plus... j'avais pas un niveau C1. Enfin, je parlais très bien, mais voilà. Et ça s'est bien passé en fait. Juste, on m'a donné ma chance, tout simplement. Et voilà. Donc, tes travaux étaient en allemand? En allemand, en anglais, en français. Ok. Ouais, ce sont les 3 langues de travail. Ok. Et si tu avais un conseil pour des jeunes qui aimeraient parler une autre langue étrangère, ce serait quoi? Le meilleur conseil, c'est partir. Partir dans un pays où on parle la langue. Pourquoi? Parce que les cours, ça suffit pas. Il faut s'imprégner aussi de la culture, il faut s'imprégner aussi des personnes sur place, la manière dont les gens parlent, les expressions idiomatiques. Et puis partir, tout simplement, c'est extrêmement riche pour soi. C'est vraiment la meilleure chose qu'on puisse faire, je pense. La meilleure expérience qu'on puisse avoir, c'est de partir. Oui, c'est vrai qu'en général, quand on part à l'étranger, on se dit, je sais pas ce qui m'attend. Et en fait, c'est ça aussi la beauté, c'est parce qu'on sait que irréversiblement, on en reviendra changer, mais on sait pas
quelle est la nature de ce changement, mais en général c'est toujours quelque chose de positif, quelque chose certes que vous pouvez valoriser professionnellement, mais surtout très enrichissant personnellement, et surtout ça apporte énormément d'ouverture par rapport aux autres, par rapport à tellement de choses. Donc ouais, moi aussi je recommande à 100%. Mais aussi t'es très, enfin parce que cette année on s'est pas mal vu et t'es aussi une personne qui est très rigoureuse, très carrée, et donc t'avais un petit peu ce rituel que tu faisais, c'était noter des nouveaux mots allemands. C'est ça. Toujours être dans l'apprentissage. Ouais, toujours. Parce qu'en fait c'est ma passion, vraiment j'adore l'allemand. Et lorsque j'ai lisé des articles de presse, lorsque j'étais au travail, que je ne connaissais pas des mots, en fait j'ai suivi un tableau Excel et tous les jours je notais mes mots, etc. Et ce que je fais, je les apprends pas par cœur, pas du tout. Juste parfois, voilà, je relis tranquillement les mots, où je me dis oh tiens ce mot qu'est-ce que ça veut dire déjà, et je retourne en fait tout simplement sur ce tableau. Le but c'est pas d'apprendre par cœur, c'est de comprendre le mot, c'est de pouvoir le mémoriser, pouvoir le réutiliser. C'est pas apprendre par cœur, c'est pas ça la solution je pense pour apprendre une langue. Voilà. Très bon conseil. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lorsque tu étais au Parlement? Ok, faut réfléchir là. Ce qui était très dur, c'est que j'aime bien faire les choses, j'aime bien être perfectionniste, j'aime bien quand tout se passe bien. Et au Parlement européen, il y avait tellement de sujets, on travaillait sur tellement de sujets, les gens en général ont fait de très grandes études, de très grandes écoles, etc. Pas que, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui avaient fait le Collège d'Europe, par exemple. Et c'est vrai que le niveau était très élevé. Et j'avais tendance à me dire, ok Adèle, est-ce que tu as vraiment le niveau? Est-ce que tu es vraiment bien à ta place ici? C'était pas évident parfois de se dire, ok, je fais bien mon travail. Oui, mais je fais quand même des fautes et je me remettais un peu en question. Alors qu'en fait, tout le monde a sa place. On est tous là pour apprendre. Je pense que c'est surtout ça. Je me comparais surtout beaucoup au niveau des personnes avec qui je pouvais travailler, par exemple. Mais en même temps, ça m'a tellement appris. C'est ça le plus important, c'est ce qu'on en ressort en fait à la fin. Mais est-ce que tu dirais qu'il y avait de la rivalité entre les différents stagiaires ou des éléments comme ça? Comment tu ressentais ça? Bah, personnellement, oui, quand même, puisqu'en fait, je pense que quand on est stagiaire au Parlement européen, en général, pour beaucoup de personnes, on adore cette expérience, on a envie que ça continue. Et le problème, c'est que, qu'est-ce qu'on veut à la fin? On veut être embauché. Pour beaucoup d'entre nous, on voulait être embauché. C'est pas le cas. C'est pas le cas pour beaucoup de gens parce qu'il y a vraiment un système où en fait les stagiaires tournent tous les 3 mois, tous les 6 mois, et seuls certains d'entre eux sont pris et les autres rentrent chez eux, quoi. Et c'est vrai que j'avais très envie d'être embauchée, mais voilà, ça s'est pas fait et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. D'autres portes se sont ouvertes par la suite. Mais je dirais qu'on attendait tous un peu ça d'une certaine manière. Pas toutes et tous, mais certains d'entre nous attendaient quand même d'être embauchés et c'était pas forcément le cas. J'imagine aussi que les personnes qui font ces expériences pro sont très carriéristes dans le sens où elles veulent vraiment le meilleur pour leur carrière, donc le niveau est très élevé, il y a une sorte de rivalité sous-jacente. Donc, niveau pression, ça devait être vraiment en permanence. C'est très carriériste. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une bonne carrière aussi. Mais j'essaie de relativiser. C'est vrai qu'il y a quand même une très grosse pression, je pense. Tout le monde est très carriériste. C'est vraiment la fourmilière, ça court dans tous les sens. Et on sent que c'est vraiment cette ambiance. Et tout le monde est un peu dans cette même mentalité. Quotidiennement avec les stagiaires, la relation, l'ambiance avec eux, c'était comment? L'ambiance était incroyable. Franchement, tout le monde s'entendait extrêmement bien. Malgré, en fait, disons que la rivalité n'était pas forcément entre nous, mais on avait tous envie d'avoir une place à la fin, tous être collègues, c'était vraiment notre rêve, on peut dire. Mais l'expérience était incroyable. Tout le monde était très sympa. On a fait énormément de choses ensemble, que ce soit au Parlement européen ou à l'extérieur. J'ai appris à connaître des gens du monde entier, parce qu'il n'y a pas que des gens, il n'y a pas que des Européens qui travaillent dans les institutions. Beaucoup de gens aussi du monde entier. Et ouais, franchement, une des meilleures expériences de ma vie, je dirais. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Mais quand tu disais qu'il y a une infime partie des stagiaires qui sont recrutés à la fin, est-ce que tu sais les critères? Comment ça fonctionne? Pas forcément, mais j'ai le cas d'un ami qui a été pris. Tout simplement parce qu'en fait je pense qu'il manquait quelqu'un dans l'équipe, ils avaient besoin de quelqu'un à ce moment-là, ils ont vu que ça fonctionnait bien avec lui
Et cette personne n'avait pas fini ses études en plus à ce moment-là. Et on lui a dit, écoute, nous on est prêts à t'embaucher, qu'est-ce que tu en penses? Mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui se disent à un moment, ok, on a besoin de renfort parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Et il y a aussi les moyens, en fait, dans les enveloppes parlementaires, de prendre plus de personnes. On a des équipes beaucoup plus grandes qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat, par exemple. Et ouais, voilà, souvent on manquait un peu de personnel et il y a quand même beaucoup de travail, donc c'était des équipes qui avaient besoin de davantage de monde. Alors en fait on parle du Parlement européen, mais peut-être qu'on peut dire ce que c'est. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement? Ouais, alors en fait le Parlement européen c'est vraiment l'institution européenne qui représente les citoyens. Les citoyens, et en fait donc pour comprendre de manière très simple, parce que c'est assez compliqué les institutions européennes, il y en a 7 institutions européennes et c'est la Commission européenne qui lance les directives, on va dire, mais qui a le monopole. Qui est l'institution exécutive. Et ensuite, on a le Conseil et le Parlement européen qui décident ensemble, entre guillemets, des lois qui vont passer ou non. Donc on a quand même une sorte de navette parlementaire entre les deux institutions. Et le Parlement européen, on peut comparer ça, entre guillemets, à l'Assemblée nationale qui représente les citoyens européens. C'est là où on débat, en fait. Et c'est là où les députés siègent. Ce qui t'a le plus plu, donc tu as parlé de l'ambiance avec les autres stagiaires, est-ce qu'il y avait la diversité des missions? Ouais, moi ce qui m'a beaucoup plu, la diversité des missions et apprendre tous les jours. Tous les jours je travaillais sur des sujets complètement différents les uns des autres, c'était incroyable. J'adorais en fait être stimulée mentalement comme ça tous les jours. Mais parfois c'était dur parce qu'on travaillait sur des sujets très complexes et il n'y avait pas beaucoup en fait de données sur ces sujets. Et aussi parfois pas beaucoup de temps parce que c'est des sujets sur lesquels quelqu'un peut se spécialiser durant une vie entière et que vous devez comprendre et maîtriser en quelques jours. En quelques jours, il fallait se renseigner et pouvoir dire ok, je sais comment ça fonctionne, c'est comme ça. C'était vraiment complexe, mais bon. Est-ce que tu penses un jour retourner au Parlement? Oui, j'aimerais trop. En fait, quand j'ai quitté en tant que députée. Oui, j'aimerais beaucoup. Quand j'ai quitté le Parlement européen, j'ai continué à postuler avec des députés. J'ai eu des entretiens. Sachant que les entretiens, c'était en 3 temps. J'avais un premier entretien normal. Ensuite, j'ai eu une épreuve. Et le troisième entretien, c'était celui avec les députés, que je n'ai pas eu. Mais bon, c'était avec un député allemand, donc je pense qu'il voulait vraiment quelqu'un qui parlait fluently. Bon, après, voilà, c'est pas forcément toujours le cas. Mais voilà, effectivement, oui, j'aimerais vraiment beaucoup retourner au Parlement européen. Peut-être en tant que députée, à voir. Who knows? Who knows? Je te le souhaite. Donc au début tu nous as expliqué voilà comment tu as postulé pour obtenir ce stage, etc. Mais après avoir soumis ta candidature, comment ça s'est passé la sélection? Est-ce qu'il a simplement regardé ta lettre de motivation, ton CV et t'a dit je te veux dans mon équipe? Ou est-ce que tu as dû faire un entretien? Alors j'ai eu un premier mail d'un collaborateur parlementaire qui m'a dit écoutez, votre profil est très intéressant, est-ce qu'on peut se voir tel jour en visio? J'ai dit oui. L'entretien s'est très bien passé. Non, c'est pas possible. L'entretien s'est très bien passé. Le feeling est bien passé. En fait, tout simplement, vraiment, je le redis, ils cherchent des stagiaires. Ils cherchent des stagiaires tout le temps. Donc tout le monde a sa chance, vraiment. Et je pense que j'étais la bonne personne. Il n'y avait pas d'offre. Pas d'offre du tout. Juste, j'étais la bonne personne au bon moment. Mais oui, c'est pour ça également, quand il n'y a pas d'offre, faut pas hésiter à postuler parce que pareil, moi, mon expérience en ambassade en Afrique du Sud, aucune offre était sur internet, mais j'ai quand même postulé parce que je me suis dit je veux cette expérience, je sais que ça peut m'apporter beaucoup de choses, donc je tente. Donc même s'il n'y a pas d'offre, faut pas que ce soit un frein pour pouvoir postuler parce qu'on trouve toujours des voies alternatives pour avoir les expériences qui nous intéressent. I agree. Tu aurais un conseil pour un jeune qui souhaite donc soit peut-être faire un stage comme toi ou travailler plus tard dans les relations internationales, ce serait lequel? Keep going. Vraiment, ne lâchez pas. Ne lâchez pas. C'est compliqué, c'est démotivant. On n'a pas de réponse. On a des réponses négatives, certes, mais on a sa chance. Si on est motivé, si on a vraiment envie d'apprendre, peut-être que c'est pas le bon moment. Peut-être qu'il faudra postuler une année après. Peut-être qu'il faudra faire 100 candidatures. Peut-être qu'il faudra faire 100 candidatures. Mais on a toutes et tous nos chances si on est déterminé, motivé et qu'on a les compétences et qu'on le montre surtout. Faut vraiment montrer sa motivation. Aussi, si je peux ajouter, ce qui est vachement valorisé de manière générale et non pas que dans les stages dans ces institutions-là, en tout cas au Parlement européen, c'est de parler plusieurs langues, beaucoup de langues.
voir des langues qui sont pas très connues. Et parfois on se dit oh je parle telle langue mais elle est pas connue, ou alors elle est pas européenne. C'est pas une langue européenne, enfin en tout cas d'un pays européen plutôt. Mais c'est de plus en plus valorisé. C'est valorisé, c'est valorisé. Et voilà, des parcours atypiques aussi. On n'est pas obligé d'avoir fait de grandes écoles, etc. Des parcours atypiques avec des... Voilà. Tout est valorisé en fait quand on sait un peu se démarquer du lot. Et moi je dirais aussi, donc pour le conseil, je pense que c'est important de faire même si vous doutez. C'est-à-dire que, comme toi t'as dit, c'était quand même une institution qui t'impressionnait, etc. Mais t'y es quand même allé. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus important parce que souvent, on se dit « Non, mais je sais pas, peut-être qu'il faut d'abord que je fasse telle chose et après je serai prête, etc. » Non, non, vraiment, tenter. Et si c'est un non, ok, pas de souci. Mais il existe plein de voies différentes. Mais même si vous avez peur, vraiment, il faut oser parce que si vous osez pas, vous ne saurez pas tout ce que vous auriez pu avoir. Si elle s'était simplement arrêtée aux offres existantes sur internet, peut-être qu'elle aurait jamais eu cette expérience. Elle a eu la force intérieure de se dire ok, je veux quand même postuler et je suis prête à postuler 100 fois si c'est nécessaire. Et je pense que c'est vraiment important et voilà, qu'il faut y aller même si on doute de soi-même, même si on doute de ses compétences. Jusqu'au jour en fait où ça arrivera et on sera super fiers quoi. Et c'est pas parce qu'on a un échec une fois qu'on aura un échec toute sa vie. Exactement. C'est pour ça, il faut persévérer vraiment. Keep going. C'est ça, keep going. Et est-ce que, en tant que femme, t'as trouvé que c'était difficile d'être dans ce milieu-là? Objectivement, je sais que c'est très compliqué. Je sais que c'est très compliqué d'être une femme dans une institution, que ce soit européenne, nationale. C'est toujours compliqué. J'ai lu beaucoup d'articles aussi à ce sujet quand j'étais en études, sur plein de choses, les femmes tout simplement qu'on la voit qui portent moins par exemple en politique et du coup on les entend moins, on les écoute moins. Les tenues aussi des femmes. Les tenues, alors au Parlement européen, il me semble que c'était au Parlement européen, il y a eu aussi à l'Assemblée nationale des tenues de femmes, on a hué des femmes parce qu'elles avaient une jupe trop courte. Ou sinon elles venaient avec des robes où il y avait des fleurs dessus et on disait que c'était pas des tenues appropriées. Tout à fait. Alors oui, au Parlement européen, c'est certain, il y a ce genre de situation qui arrive malheureusement. Aussi parce qu'on a des pays différents avec des cultures différentes, donc ce qui pourrait paraître normal dans un pays n'est pas forcément dans un autre, en tout cas selon la manière de penser, la manière de voir des choses. Mais sinon personnellement non, j'ai pas vécu ça, mais je sais que effectivement ça existe. Après voilà, il faut pas que ce soit un frein, toujours encore une fois on persévère et voilà, il faut y aller. Et si on a un comportement un petit peu bizarre, abusif, anormal en face de nous, il faut surtout pas hésiter à en parler. Le Parlement européen quand même prône des valeurs de respect, voilà, donc et d'accepter les autres tout simplement. Donc il faut en parler et il faut pas avoir honte surtout. Voilà. Enfin, juste pour terminer cette vidéo, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes perspectives d'avenir? Comment toi tu vois ton avenir, proche, lointain? Qu'est-ce que tu envisages? Alors c'est vrai qu'une fois que j'avais fait mon stage au Parlement européen, typiquement, je me suis dit, ok, c'est parti, carrière européenne. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas le cas. La vie, on a décidé autrement, puisque j'étais assistante parlementaire. Et là, donc, de nouveau, ensuite, après, j'ai quitté ce travail pour faire un volontariat franco-allemand, puisque l'allemand me manquait beaucoup. Et c'est pour ça que je suis partie travailler dans une université. J'aurais jamais pensé faire ça. Surtout que c'est pas trop ce que je préfère. Le travail universitaire, académique, c'est pas forcément qui me plaît le plus. Et au final, pardon, vas-y. Et au final, je vais travailler pour le CNRS dans une université pour me manager un projet européen sur les batteries. Donc je me retrouve encore dans ce domaine, mais avec une spécialisation cette fois. Et je pense que ça c'est important aussi à un moment dans sa vie de se spécialiser. Et je suis très contente de pouvoir travailler dans le domaine de l'énergie, puisque c'est une question extrêmement importante aujourd'hui. Et aussi, je voulais ajouter à ce que tu disais donc concernant les universités. En fait, c'est vrai que souvent, en tant qu'étudiant, on se dit juste, ok, l'université, c'est l'endroit où je vais pour étudier, etc. On ne se rend pas compte qu'il y a vraiment des postes illustres. Au sein des universités, il y a toute la chancellerie, toute la direction, etc., qui ont des rôles qui sont très très importants. Et c'est eux, par exemple, qui vont se charger de développer des doubles masters avec d'autres pays, avec d'autres établissements, etc. Et ils sont les représentants directs de l'université. Et en fait,
ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pas réalisé jusqu'à cette année, mais c'est aussi très intéressant parce que c'est un peu une forme de diplomatie, c'est presque politique en fait, et c'est aussi très très intéressant comme milieu. On rencontre un public qui est extrêmement diversifié, aussi très très cultivé, c'est très enrichissant de discuter avec ces personnes-là. Donc je pense que c'est aussi des points d'ancrage qui sont intéressants à explorer et qui peuvent finalement nous ouvrir pas mal de voies. Et moi en tout cas, mon expérience dans l'enseignement supérieur, ça m'a aussi permis un peu d'avoir une vision à 360 degrés de ce que c'est une université, pas simplement ma vision de l'étudiante ou quand j'ai travaillé à Sciences Po, ma vision de une personne employée par son université, mais là vraiment de prendre du recul et de comprendre, de mieux comprendre le système des masters, de mieux comprendre comment c'est créé et de comprendre aussi que il y a vraiment des métiers et des carrières là-dedans et c'est extrêmement intéressant. Ouais, je suis complètement d'accord parce que je connaissais pas du tout le milieu universitaire. Quand on est étudiant, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière. Je suis d'accord pour dire qu'il y a vraiment tout ce travail politique, parce que je travaille aussi en tant qu'assistante d'un vice-président d'université pour les relations internationales et européennes. Et en fait, il y a tout un travail de diplomatie avec les autres universités. Et j'ai aussi beaucoup appris des choses que je ne savais pas quand j'étais étudiante. C'est qu'il existe des alliances européennes universitaires. J'en étais même pas au courant. Alors qu'en fait, c'est un travail fou de gérer ces alliances, de créer des partenariats. Et en fait, c'est vraiment du travail invisible que nous, souvent en tant qu'étudiants, on voit pas parce qu'on postule à des masters et on bénéficie de la formation. Mais en réalité, mettre en place un master, ça prend tellement d'années. Il faut envoyer des lettres officielles, il faut faire des rencontres officielles, signer des contrats, etc. Donc c'est vraiment un travail politique, littéralement, qui se fait sur plusieurs années parfois. Et donc ça, c'est aussi très très intéressant comme piste à explorer. Exactement, c'est ce que j'allais dire. On se dit toujours politique, ok, institution, etc. Pas du tout, pas du tout. Ça peut être aussi dans le privé, ça peut être dans les universités. Il y a plein d'offres partout. On n'en a pas forcément connaissance, mais c'est important de se renseigner et de discuter avec les gens aussi. L'université, je pensais pas du tout qu'il y avait tout ce travail et j'ai beaucoup appris en un an. Et au final, me voilà en septembre à de nouveau travailler dans une université. Voilà, bon je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Moi, je suis trop contente d'avoir fait une vidéo avec Adèle. Oui, moi aussi, trop contente d'avoir parlé de ce sujet avec toi. On se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye. Ciao.